faut simplement avoir un échange avec lui et éviter l'espèce de « tiens mes documents, Bye. je viens signer quand ». Ça, je pense que c'est la pire relation qui peut exister pour faire sa déclaration d'impôt. Bienvenue au Black Ink Podcast, un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast. Bonjour à tous, mon nom à moi est Carando Morette, bienvenue dans le Black Ink Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, comme tous les autres, on va parler de fiscalité, d'accord? J'ai avec moi Anne-Inma, qui revient une deuxième fois avec nous, et aussi Junior. Alors, je vous laisse vous présenter un peu, mais avant tout, en fait, pour vous présenter, ce que je fais toujours, c'est, je demande, c'est quoi votre parcours personnel qui vous a amené là où vous êtes présentement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Junior. Oh! La politesse. Non, on va aller avec toi. Mon nom, c'est Junior Legoué. Je suis présentement associé chez Legotrix, qui est un service de cabinet comptable et fiscal. J'ai mon parcours, je dirais, j'ai un baccalauréat en sciences comptables, un DESS-CPA. J'ai reçu l'examen de l'ordre en 2018, si je ne me trompe pas. Là, présentement, je termine ma maîtrise au HEC. Alors, c'est ça pour mon parcours au niveau professionnel. J'ai jusqu'à tout récemment occupé des postes de spécialiste en fiscalité, auditeur, analyste financier, alors vérificateur. Alors, j'ai fait un peu de tout. Voilà. Excellent. Anne? Tout d'abord, merci pour l'invitation pour une seconde fois. Ça fait vraiment plaisir. Partagez. Par rapport à ce que je fais présentement, je travaille comme avocate fiscaliste au sein du cabinet que j'ai fondé il y a 6 ans, Amelia Avocat. On travaille avec les entrepreneurs pour les aider à lancer leur activité, structurer leur entreprise, réduire leurs impôts et autres. Puis, en termes de parcours, je suis née à Montréal, puis j'ai cheminé tout doucement vers le droit parce que ça mène à tout, c'est ce qu'on me disait. Puis finalement, effectivement, j'ai terminé mon cursus, j'ai fait ma maîtrise en fiscalité, puis par la suite, je me suis lancée, puis nous voilà aujourd'hui. C'est une belle façon de convaincre ses enfants d'aller en droit. Ça amène à tout. T'inquiète, tu vas pouvoir faire tout après. Tu vas en droit. Tu sais, étant donné qu'on va parler de fiscalité, moi-même, je suis pas très... je m'y connais pas vraiment, tu vois. Oui, je suis sensibilisé par rapport à ça. C'est important, je le sais. Mais personnellement, je m'y connais pas tant que ça. C'est quoi la fiscalité au juste? C'est très général comme question. Je pense que je vais l'interpréter... Je vais y aller avec une première version, puis Junior pourra renchérir par la suite. Quand tu entames ton cursus en droit ou la maîtrise en fiscalité, tu sais que la fiscalité, ça commence par la loi de l'impôt, qui est une grosse Bible avec des feuilles très, très minces comme une Bible. Puis tu réalises qu'il y a beaucoup de lois fiscales qui vont finalement régir qu'est-ce qui va revenir à l'État en termes d'impôts qui leur revient. Donc, c'est comme la fiscalité se retrouve partout. Quand on achète un produit, c'est plus taxes. Ces taxes-là, ça fait partie de la fiscalité. Quand quelqu'un est salarié, perçoit son salaire, pourquoi est-ce que la différence entre ce que tu perçois sur papier, puisque ça te disait, exemple, tu fais 60 000 par année, mais tu ne reçois pas 60 000, tu reçois le montant net. La différence, c'est l'impôt, qui est aussi l'impact de la fiscalité sur ta vie en tant que salarié. En tant qu'entrepreneur, lorsque tu génères des ventes, c'est pas tout qui te revient parce qu'une portion, c'est l'impôt. Donc, la fiscalité, je te dirais que c'est, si je le résume, c'est les impôts qu'on remet éventuellement au gouvernement. Puis ça fait comme un bassin d'argent pour gérer la société ensuite. OK. Junior? Ouais, c'est très bien dit de la part d'Anne-Ma. Je dirais aussi, peut-être pour ajouter, que c'est vraiment sans dire c'est une redistribution des richesses collectives, mais c'est au moins une contribution collective à une espèce de pot qui sert à faire fonctionner la société. Il faut comprendre qu'au Québec, surtout, on a choisi d'avoir un système un peu plus socialiste que le reste du Canada en termes de comment la société fonctionne. Donc, on est exceptionnel. On a 2 paliers de gouvernement, 2 paliers d'impôts, ce qui fait en sorte qu'on a plus de charges sociales que dans d'autres provinces. Alors, tout ça, ça sert justement à faire fonctionner le choix sociétal que nous avons fait au Québec. Absolument. Puis, c'est qui devrait se préoccuper beaucoup plus de la fiscalité? C'est une très bonne question. Je pense que la fiscalité,
on a le choix. Le seul choix qui se pose, ça dépend de quel type d'activité on exerce, mais je pense que tout individu est sujet à la fiscalité. Je pense qu'il y a deux choses dont on peut être certain, c'est la mort et payer l'impôt. À chaque année, je pense que tous les contribuables d'un certain âge, évidemment, vont être assujettis à cela. Je ne sais pas si Anne-Ma aurait quelque chose à rajouter. C'est vrai, mais de ce fait, ça concerne vraiment tout le monde. Exact. Puis je pense que certaines personnes peuvent peut-être moins s'y intéresser que d'autres, tout dépendant de ton activité, mais ça reste que c'est important de comprendre parce qu'éventuellement, tu peux en avoir besoin pour valider que les calculs ont été bien faits ou que peut-être que tu n'as pas un montant que le gouvernement te doit, que tu n'aurais pas su si tu n'avais pas compris. Ou ça peut t'aider à prendre des meilleures décisions. Donc, quand on parle toujours de la saison des REER et autres, ou les CELI, ben déjà, c'est nécessaire de comprendre comment la fiscalité fonctionne pour prendre de bonnes décisions juste par rapport à ton épargne personnelle. Non, je vois. Puis, c'est quoi qui peut influencer le système fiscal? Qu'est-ce que tu veux dire dans le sens, comment est-ce que ça fonctionne pour la mise en place? Ben, en fait, parce que, tu sais, on veut vraiment mettre de l'avant pour nos entrepreneurs comment ils doivent comprendre l'importance de la fiscalité. Tu sais, ma question précédente, c'était plus vraiment pour nos entrepreneurs. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour... c'est quoi qui devrait sonner une cloche chez eux pour se dire, OK, je dois absolument m'intéresser à ça. Puis comment est-ce qu'ils doivent faire pas à pas pour, admettons, oui, aller voir un fiscaliste, mais de comprendre davantage ça, tu vois? Je comprends. C'est sûr qu'il y a un devoir d'éducation qu'on doit faire en tant que citoyen, dans le sens que peu importe où on réside, on devrait comprendre comment notre système fiscal fonctionne. Je vais partir de la perspective d'un salarié. Il arrive régulièrement que les gens vont dire « Ah, on paye trop d'impôts, 50 d'impôts. » Mais en réalité, ce n'est pas 50 d'impôts. Ça dépend, en plus, c'est quoi ta rémunération. Ça fonctionne de façon progressive. Donc, trop souvent, je pense qu'il y a des mythes où est-ce qu'on a l'impression qu'on paye beaucoup, mais en réalité, ça se peut que tu payes seulement 30 seulement entre guillemets. Mais je pense qu'on a un devoir aussi de s'informer pour au moins comprendre comment fonctionne l'impôt sur mes revenus, parce que c'est ce qui m'affecte directement. C'est ce qui va aussi te rester dans tes poches. Donc, si tu dois aussi chercher un emploi, il faut que tu saches comment ça fonctionne pour savoir concrètement ce sera quoi le budget dont tu vas bénéficier. Effectivement. Donc, ça, ce serait mon début de réponse. Après, on pourrait revoir pour les entrepreneurs, mais je te laisse voir si tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça. Ah non, tu as tout à fait dit ce que j'allais dire également. Bon, pour le système fiscal, c'est un système d'autocotisation. Alors, il faut comprendre, chaque contribuable a le devoir de remplir dûment sa déclaration d'impôt à la fin de l'année. Et il y a une espèce de confiance aveugle que le gouvernement fait d'office lorsque la déclaration est produite et se réserve quand même le droit de pouvoir réviser la déclaration par la suite. Il faut quand même comprendre que Revenu Québec et Canada doivent traiter pas loin. Bon, Revenu Québec, à peu près 6 millions de déclarations, 6 à 7 millions de déclarations par année. Alors, de vérifier chacune d'entre elles serait quasiment impossible. Alors, au niveau de vérification, ils font un travail, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais sinon, pour ajouter également sur la perception que les gens ont de la fiscalité, de l'impôt, précisément par rapport à payer 50 d'impôt, je pense qu'il faut faire la distinction entre l'impôt marginal et l'impôt effectif. Alors, ça ramène encore à s'intéresser à c'est quoi. Est-ce qu'on peut dire que les gens ne s'intéressent pas ou c'est peut-être, est-ce que le gouvernement n'apporte pas l'information aux gens? Je ne sais pas, il faut voir un peu où est-ce qu'il y a une petite affaire à justifier, à corriger. Mais l'impôt marginal, pour que les gens comprennent, l'impôt fonctionne par palier. Est-ce que tu veux expliquer un peu c'est quoi l'impôt en fait, c'est marginal? Oui, excusez-moi. En fait, l'impôt fonctionne par palier. Alors, c'est de 0 à X nombre bon, on va dire 15 000 $. Tu es exempté de payer l'impôt au Québec. Je pense à peu près 13 000, 14 000. Il faut voir c'est quoi le crédit personnel de base à peu près. Je n'ai pas les chiffres exacts. Ensuite, la deuxième tranche, entre 15 000 et 35 ou 40, ça va être sujet à 15 % ensuite, et ainsi de suite. Alors, lorsqu'on parle de payer 50 % d'impôt, c'est peut-être parce que ton salaire est arrivé à la tranche d'impôt qui est assujetti à 50 %. Mais ce n'est pas tout le salaire qui est assujetti à 50 %, c'est seulement dans cette fourchette-là, quelle portion de ton salaire se trouve dans cette fourchette-là qui est assujetti à cet impôt. Donc, au final, lorsqu'on additionne l'impôt payé dans chaque braquette et on divise sur le salaire, par exemple, ça donne l'impôt effectif qui souvent va être beaucoup plus raisonnable, à des taux de 20, 25, 30 % dépendant des revenus. OK, c'est parfait, c'est parfait. Puis, tu sais, tantôt, on sait que ça touche tout le monde, en fait, en quelque sorte, tous les secteurs. Mais c'est quoi les différents types de fiscalistes ou qui existent en tant que tel? Parce que je sais qu'il peut en avoir beaucoup, quoi. Et juste avant, peut-être,
Je vais juste rebondir sur ce Ouais. point parce que c'est important, on disait l'importance de pourquoi ça nous affecte ou pourquoi on doit le savoir. Mhm. Puis, on a parlé du point de vue qui est facile, c'est le salarié. C'est facile parce que Mhm. tu fais juste percevoir ton revenu net, puis tu remets ta T4 l'année suivante à ton comptable, ou tu peux même le faire en ligne. C'est pour ça qu'il y a plein de plateformes comme HR Block ou autres, où il y a des gens qui vont dire, moi, je le fais seul. Ils le font seul parce qu'ils ont juste leur emploi, donc ils n'ont rien vraiment à déclarer. Mhm. Mais par contre, j'imagine que parmi ceux qui nous écoutent, on va avoir aussi des travailleurs autonomes, des entrepreneurs qui ont des compagnies, des investisseurs immobiliers. Puis plus ton cas se complexifie, et ça c'est pour tout le monde, sauf finalement les salariés, plus tu devrais comprendre comment fonctionne la fiscalité parce que quand tu es salarié, tu n'as rien à faire, on te donne ce qui te reste. Mhm. Mais quand tu es entrepreneur, tu perçois tout. Et si tu n'as pas compris comment ça fonctionne, tu n'auras peut-être pas le cash flow nécessaire pour remettre ce que Mhm. tu dois remettre parce que ça se Exact. fait par la suite. Il n'y a pas de prélèvement à la source, donc c'est encore plus important. Même chose pour les immeubles locatifs, pour ceux qui sont dans l'immobilier, tu perçois tous tes revenus tous les Mhm. mois. C'est pas 100% de ça qui est ton cash flow pour vivre. Mhm. Et même chose pour les travailleurs autonomes. Donc, je pense que pour eux, c'est encore plus essentiel de comprendre puis de s'entourer ensuite et pas juste de déléguer à quelqu'un. Trop souvent, j'ai reçu un courriel tout à l'heure. Mon comptable a mal fait ma comptabilité, qu'est-ce que je peux faire? C'est important de comprendre aussi ce que tu délègues pour être capable de dire, est-ce que tu es sûr? Parce que je pense que si j'ai bien compris, c'est comme ça que ça fonctionne. Mhm. Exact. Non, c'est tout à fait. Et si je peux rajouter peut-être un petit truc avant de passer à ta prochaine question, c'est les... il faut que les gens, au moins une fois, essaient de consulter un professionnel, que ce soit le travailleur autonome qui se lance en affaires. Moi, je dirais, tu as peut-être l'éveil d'esprit de vouloir toi-même faire ta déclaration d'impôt, tu connais tout, j'en doute pas, je suis 100% convaincu, mais je pense qu'un professionnel va toujours t'apporter un petit quelque chose qui peut faire une différence dans ta déclaration d'impôt. Alors, pour un travailleur autonome qui se lance, peut-être initialement de consulter un professionnel pour voir déjà les dépenses qui peuvent être déductibles. C'est quoi l'impact? Qu'est-ce que ça change dans la position de ma déclaration d'impôt? Ça peut être très pertinent pour savoir comment mettre en place des stratégies pour arriver à la fin de l'année avec une position qui peut être favorable. Mhm. Pour les dirigeants d'entreprise, par exemple, de savoir que, bon, j'ai créé ma société, c'est plus moi, c'est une autre personne. Ouais. Alors, ça fait en sorte qu'il y a une distance entre nous deux. Comment on peut créer un lien entre nous deux? C'est la rémunération. Est-ce que je me verse un salaire? Est-ce que je facture la compagnie? Est-ce que je verse des dividendes? Alors, ces questions-là, je pense que c'est en consultant un professionnel, dès le départ, on limite les erreurs parce que c'est pour éviter justement qu'arriver plus tard, mon comptable a fait ci ou finalement, j'ai oublié, je ne me suis pas versé de dividende, j'ai pas versé de salaire, mais j'ai sorti de l'argent, donc c'était quoi, des avances de fonds? Alors, consulter un professionnel, je pense que ce sera le meilleur conseil que je peux donner à les professionnels qui sont en affaires, au moins une fois, et par la suite, si ça peut être récurrent, c'est toujours le meilleur. Ouais, absolument. Puis, c'est quoi exactement la différence entre une dépense fiscale et une dépense budgétaire, je crois? C'est quoi la différence exactement entre ces deux-là? Bon, je vais m'essayer si j'ai bien compris ta question. Bon, Je pense pas vrai que c'est le traitement. Tu sais, dans le ouais, sens que, exemple, ta dépense de resto dans ton budget business, tu as peut-être droit à 5 000 de resto, mais point de exact. vue fiscal, les gens penseront peut-être que ça va être 100% déductible alors que non. Non, effectivement. Alors, ça va peut-être plus la dépense comptable et la dépense fiscale. Bon, c'est sûr qu'au niveau comptable, les règles sont quand même assez, sans dire laxistes, elles sont quand même assez faciles et générales, à part peut-être l'amortissement et d'autres peut-être complications lorsqu'il faut comptabiliser, par exemple, les prêts auto et autres. Mais si on parle au niveau fiscal, il y a un traitement qui est différent pour certains postes. Comme Anne-Ma a évoqué, les frais de représentation, par exemple, sont assujettis à certaines limites au Québec en fonction du chiffre d'affaires. Alors qu'au fédéral, c'est simplement 50%. Au niveau des taxes aussi, il y a un traitement spécifique par rapport aux taxes sur justement les frais de représentation. Alors tout ça, encore une fois, je pense que ce n'est pas nécessairement du commun des mortels de connaître les détails, les tenants aboutissants de chaque règle fiscale. C'est aux professionnels de le faire, d'où l'importance de consulter un professionnel pour se faire accompagner. Ça permet non seulement, je pense que prévenir vaut mieux que guérir, comme on le dit, parce que quand il vient le temps de corriger des erreurs commises durant l'année, ça prend beaucoup plus de temps, plus onéreux qu'une consultation de 1 heure à peut-être 200 $ de l'heure, qui te permet d'éviter un 500 $ à la fin de l'année. Ouais, absolument, ça c'est clair. Puis, tu sais, par rapport au régime fiscal au Québec, c'est quoi la différence qu'il y a entre le régime fiscal au Québec et celui des autres provinces au Canada? Ben, ce qui est important à maîtriser en termes de fonctionnement, c'est qu'on a le fédéral, Mhm. puis on a chaque province. Donc, après, au niveau du Québec, on a notre taux d'imposition
autant pour les salariés, les particuliers que les entreprises, mais on a des paliers d'imposition qui vont être vraiment spécifiques au Québec. Puis ensuite, on a le palier fédéral qui va être applicable pour toutes les provinces. Donc, si tu habites au Québec, c'est sûr que ça te coûte plus cher combiné avec le fédéral et le Québec que dans d'autres provinces parce que certaines provinces vont prendre très, très peu, puis il n'y a que le fédéral qui va prendre. Donc, c'est là qu'on a les différentes distinctions entre le provincial puis le fédéral. Puis, au Québec en tant que tel, comme entrepreneur, ça va déjà te coûter plus cher que, exemple, en Ontario, entre autres. Bon, c'est exactement ça. Bon, il faut dire qu'au Québec aussi, on a vraiment notre système. On a un dédoublement du système fiscal au Québec aussi en termes de ressources. On a Revenu Québec avec toute la structure de Revenu Québec, alors que les autres provinces vont souvent se fier au fédéral pour percevoir et le redistribuer par la suite, alors que nous, on veut vraiment gérer nous-mêmes. C'est vrai, puis je pense que c'est même pas qu'on veut gérer nous-mêmes, c'est qu'on veut percevoir d'abord, dans le sens que finalement, par le temps que ça se rend au fédéral qui te redonne ta part, Québec est comme, non, donne-moi ma part, donne au fédéral, mais moi, je vais pas attendre. Même chose pour la TPS-TVQ, tu donnes tout au Québec, puis eux redonnent après au gouvernement fédéral. Mais c'est vrai que ça alourdit parce qu'ici, on doit faire, exemple, en tant qu'entreprise, tu as ta déclaration du Québec, ta déclaration fédérale, alors que les autres n'ont pas géré tout ça. Si je ne me trompe pas, il y avait beaucoup de... Du moins, on en parlait dans les médias que ça allait changer éventuellement, non? Ou ils travaillent pour simplifier ça? D'après moi, je ne pense pas parce que c'est premièrement très politique comme sujet et secondement, bon, quand je dis politique, c'est qu'il y a des emplois reliés et les emplois à la politique sont alors... Imagine abolir Revenu Québec. Ouais, c'est des milliers d'emplois. Imagine abolir la TVQ? Alors, je ne... En tout cas, personnellement, c'est peut-être un projet, mais je pense que ça a été un projet depuis les dernières années et ça va continuer à être un projet aussi. Non, c'est impossible. Impossible? En tout cas, vous m'avez enregistré. Si dans 15 ans, ça se fait, vous pourrez sortir les archives, mais franchement, j'y crois pas du tout. Ouais. Non seulement c'est syndiqué comme poste, et non seulement aussi, je veux dire, si on fait une fusion, on va devoir parler d'optimisation de ressources. Alors, il va y avoir des dédoublements de postes, forcément, qui vont être supprimés. En fait, je crois qu'ils voulaient le simplifier au niveau des particuliers, mais non pas à leur niveau à eux, tu vois. Parce qu'au niveau des particuliers, c'est plus complexe. C'est comme devoir faire... je sais pas, en tout cas. Ouais, il y avait quelque chose comme ça, j'ai cru entendre, tu vois. Moi, je confie ma comptabilité. Par conséquent, je ne sais pas si c'est complexe pour le particulier parce que je ne sais pas de le faire moi-même. Bon, pour le particulier, c'est sûr que je pense que c'est la déclaration vraiment de base, mais il y a quand même des possibilités d'optimisation ou des possibilités de complexifier la déclaration d'un particulier. Des revenus de placement, des pertes, des emprunts pour faire des revenus de placement, on va déduire les intérêts. Il y a peut-être des petits jeux qui peuvent amener, mais je pense qu'un particulier en général, c'est quand même assez facile comme déclaration d'impôt, à moins d'être des situations particulières. Un petit peu d'histoire. Pourquoi au Québec, on s'est dit on va complexifier les choses à ce point-là? Pourquoi au Québec, on a un régime fiscal différent du reste du pays, tu vois? Je n'ai pas nécessairement la réponse historique par rapport à ça. Je pense que ça manque peut-être un peu à ma culture. Je vais tâcher de m'enquérir à savoir cela parce que c'est une très bonne question. Mais si je veux répondre quand même à ta question, je pense que ça va encore avec le choix sociétal. Lorsqu'on décide d'avoir un système plus socialiste que le reste des provinces canadiennes, ça a un coût. Et c'est les sociétés qui payent à travers l'impôt ou c'est le particulier qui paye et les sociétés qui payent. Alors, je pense qu'au niveau du Québec... on a la RRQ, par exemple. On a la RQAP. On a des programmes sociaux. Tu peux aussi dire c'est quoi le RRQ? J'imagine que les gens savent, mais bon, écoute... Non, peut-être que non. Mais le RRQ, c'est pour ta retraite, donc la Régie des rentes du Québec. Puis tu as le régime québécois d'assurance parentale pour les congés quand tu as un enfant. Exactement. Alors, c'est des montants qu'on reçoit de la part, justement, du conseil de gestion de la RAQ qui va justement verser ça. Alors, il faut financer ces programmes-là et on finance ça à travers nos payes. Je pense que chaque contribuable ici, que ce soit travailleur autonome ou particulier, forcément le paye durant l'année. Tu sais, on parle souvent de la fiscalité au niveau international. Ouais. Puis je pense que vous savez exactement où je m'en viens. Ouais. Moi, je sais pas. Cette fameuse Bible dit comment le gouvernement, à travers le pays, doivent percevoir son argent. C'est quoi les règles, tu vois? Mais il y en a beaucoup qui arrivent à déjouer les règles de manière légaux, mais douteux en même temps, tu vois? Comment est-ce possible, tu vois?
Tu sais, les petits PME, ils n'y arrivent pas, mais il y en a d'autres qui arrivent Ouais. clairement à pouvoir cacher énormément d'argent, Ouais. puis de manière très légale. OK, ça, c'est probablement le sujet le plus épineux de la fiscalité. Même quand, durant les cours, vient le temps de parler des montages fiscaux, des structures et autres, de l'imposition de d'autres pays. Ça reste quand même toujours des sujets où est-ce qu'on reste très en surface, on va pas trop en profondeur. Mais je te dirais que, bon, il y a l'aspect où est-ce que c'est mal vu socialement Mhm. et c'est légal ou illégal. Mhm. Je pense qu'il y a certains peut-être stratagèmes fiscaux qui vont être illégaux, mais l'évitement fiscal en soi, la ligne est souvent mince. Mais je Mhm. pense que c'est plus la perception. De ma compréhension, il y a souvent la perception du public. On voit mal le fait que quelqu'un d'autre détient des fonds à l'extérieur du pays ou transfère ses liquidités à l'extérieur. Mais- C'est comme si demain, tu te retrouves avec 10 millions de dollars, Mhm. tu payes l'impôt là-dessus. Oui, mais l'impôt est de tu- combien, tu sais? Non, c'est sûr que tu vas payer l'impôt qu'il faut payer, Mais mais disons après... que tu as payé ton impôt. Exactement, mais tu Donc, décides de transférer. Disons qu'on gagne Ouais. 10 millions, d'accord? Oui, Genre, notre salaire annuel où on gagne à la Mhm. loterie, 10 millions. Ouais. On a un impôt à payer là-dessus qui va être... bon, la Et- loterie... La loterie, c'est ça, c'est- Ouais, je sais, ouais. c'est un autre C'est ça. C'est un C'est un autre gain truc, exactement. fortuit, alors c'est Disons, un gain qui admettons, a de la chance. notre entreprise, cette année, on fait 10 millions de chiffre d'affaires, tu Ouais. vois? Les impôts vont être énormes, Oui, vont être exagérément énormes, Oui. right? Mais c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous croyez que c'est à cause que l'impôt est énorme qui fait que les gens, comment dire, ils Ouais. fraudent en quelque sorte? je sais pas si c'est... je pense que c'est propre à chacun. Si moi, je peux dire de ma connaissance du système fiscal et de comment ça fonctionne, je dirais que, bon, si une PME fait 10 millions de chiffre d'affaires qu'elle paye l'impôt, la PME a certainement bénéficié des crédits d'impôt de la part du fédéral, du provincial pour, par exemple, les emplois, pour la recherche et le développement, pour la construction d'infrastructures. Elles ont sûrement bénéficié de remises de taxes foncières sur le bâtiment qu'ils ont construit à Shawinigan. Alors oui, elle paye de l'impôt, mais elle a sûrement reçu des incitatifs parce que le gouvernement met en place des incitatifs pour être compétitif. Parce que dis-toi que, par exemple, si Google veut établir son siège social, il faut que tu sois compétitif. Il faut que tu aies des éléments. Par exemple, on est devenu un hub ici de jeux vidéo. C'est parce qu'il y a des crédits d'impôt justement pour attirer ces compagnies-là. Forcément, tu viens, tu t'installes, tu payes l'impôt après. Fait que c'est une façon de ta part de peut-être remettre un peu de ce qui t'a été donné. Après, je conviens que tu donnes plus que ce qui t'a été donné, mais c'est un choix de société, encore une fois. Et est-ce que c'est ça qui va amener les gens peut-être à faire sortir les capitaux à l'extérieur du pays? Je pense que c'est vraiment propre à chacun, mais je pense que c'est clair que l'idée derrière, c'est de payer moins d'impôts. C'est de se dire on paye trop, mais d'aller mettre, par exemple, les liquidités aux Bermudes, où est-ce que le taux d'imposition va certainement être favorable, c'est un choix personnel. C'est dur à dire vraiment, mais... C'est personnel à chacun. Ouais, c'est vraiment personnel à chacun. Puis, on a dit le terme frauder, c'est pas forcément de la fraude. Ouais. Parce Ouais, que c'est pour ça qu'il y avait les guillemets. je pense que ce qui est intéressant, c'est que tu regardes les règles et ou les règles d'ailleurs, puis tu viens les appliquer à ta manière. Je veux dire, si quelqu'un a une entreprise à l'extérieur parce que c'est plus favorable pour la personne, elle a totalement le droit d'établir un siège social en Europe, dans un pays où c'est plus favorable, Ouais. puis de déplacer ses opérations ailleurs pour s'en sortir de façon plus avantageuse. Puis finalement, est-ce que c'est parce que l'impôt est trop élevé? Ça doit être forcément une des raisons, sinon elle serait restée. Mhm. Mais après, c'est une raison qui lui appartient aussi. À un moment donné, Exact. ce sera toujours trop élevé. Ça le sera toujours pour Ben, quelqu'un. je pense qu'il y a un mélange de c'est peut-être trop élevé ou ça dépend qu'est-ce que j'ai pour mon argent. Parce qu'il y a des pays comme Effectivement. des pays en Europe où l'impôt est plus que nous au Québec, mais ils ont un système qui est très bien géré. Ouais, Mhm. Ce qui absolument. fait en sorte que tu donnes ton argent, puis tu es comme, j'ai aucun problème quand je vais au docteur, ça Ouais. se passe bien, j'ai Exact. mon rendez-vous, le système d'éducation est aussi adéquat. Donc, je pense que ça dépend. Je Ouais, pense que c'est exactement. aussi, tu essaies de voir si tu as un retour sur investissement. Effectivement, tu sais, comme en tant qu'immigrant, moi, quand je suis arrivé, tu sais, quand quelque chose était écrit 9 $, 9,99, moi, je pensais que j'allais payer 9,99 au départ. Mais là, ça a monté à, je sais pas moi, 12 $, 13 $. J'étais comme, oh, mais j'avais pas cet argent, tu vois. Mhm. Mais à un moment donné, tu comprends le système que quand tu vas à l'urgence que tu payes pas, ben, c'est peut-être pour ça aussi, tu vois. Mais à un moment donné encore, tu finis par, oui, tu comprends le système, mais à un moment donné, tu as l'impression que tu donnes beaucoup plus que tu reçois en retour. Puis je crois, de manière générale, les particuliers comme des entreprises, ils ont toujours un peu ça. Genre comme à l'interne, ils ont toujours l'impression que j'ai travaillé tellement fort Ouais. pour gagner cet argent, puis on me prend autant. Ouais. Si tu me permets, s'il te plaît, Carlando, c'est d'où l'importance maintenant d'avoir un professionnel qui peut nous aider. Autant que le particulier,
stratégie au système, c'est la contribution REER. Mhm. Contribution REER, ça permet d'avoir des sous de côté et d'éviter de payer l'impôt à la fin de l'année. Donc, juste ça de base, ou de générer un remboursement d'impôt par une contribution REER. Alors, juste ça de base, c'est une façon pour toi qui est tout à fait légale et correcte de pouvoir utiliser le système. Et la loi le dit, tout le contribuable a le droit d'arranger ces choses comme il veut, de façon légale, pour pouvoir utiliser le système. Ouais. Et l'écart va se créer, je pense, selon moi, où est-ce que certaines personnes vont être bien entourées. Certaines personnes qui ont les moyens vont souvent faire la déclaration d'impôt par des fiscalistes qui vont mettre en place des stratagèmes, des stratégies, ou qui vont s'assurer de bien arranger les choses. Et d'autres personnes vont simplement vouloir payer le comptable au coin de la rue à $40 et 45. C'est ça aussi qui cause beaucoup de problèmes. Et forcément, à la fin de l'année, il y a peut-être une erreur. Alors, c'est aussi ça. Mais moi, je reste quand même convaincu qu'il y a une certaine limite qu'on peut faire dans l'optimisation. Il faut se résigner tant aussi longtemps qu'on reste au Québec et au Canada à ce qu'on doit payer un certain impôt parce que c'est la base du fonctionnement de la société. Sinon, on n'aurait pas seulement des nids de poules, on aurait des vraies piscines, en fait, tu vois? Ça, c'est autre chose, par exemple. On a l'argent pour les vraies routes et les piscines et autres, je ne sais pas qui les installe, mais bon. Ça, c'est clair, on aurait eu des piscines, tu sais. Mais écoute, c'est quand même, comme tu dis tantôt, les gens qui ont un peu plus de sous sont capables d'aller voir des professionnels réellement pour pouvoir mettre en place des systèmes qui leur permettent de, par exemple, leur dire, quelqu'un qui va leur dire... mais qu'est-ce que tu vas faire dans 5 ans? Exactement. Tu sais, très souvent, les comptables ne posent pas nécessairement ces genres de questions aux gens. Pour les particuliers, on parle. Ou même des entreprises aussi, ils ne posent pas les questions. Qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans? Puis qu'est-ce qu'on peut créer pour toi pour que dans 5 ans, tu puisses t'acheter ton immeuble? Très souvent, il y a certaines personnes qui... leur argent, le réel s'élit, tu sais, à savoir c'est où le placer exactement pour que ça soit le plus avantageux pour toi dans 5 ans. Tu sais, j'imagine, admettons, on va le faire comme ça. Un entrepreneur qui souhaite acheter un bâtiment. Dans les 5 prochaines années, vous le conseillez de faire quoi exactement avec son argent qui gagne en tant que tel? Son argent personnel et l'argent de l'entreprise aussi également. Bien, il va y avoir plusieurs questions à se poser. En tant qu'entrepreneur qui a une société par action, on va spécifier parce que tu peux être travailleur autonome. Il faut voir ta mise de fonds. On va partir du principe que tu ne l'as pas, donc tu souhaites l'accumuler dans les prochaines 5 années. Donc, on va regarder ta compagnie, c'est quoi les revenus qu'elle génère, c'est quoi les dépenses qu'elle a, est-ce que tu es capable de dégager des profits qui vont te servir en prévision de ton épargne pour ta mise de fonds. Puis en plus de ça aussi, il faut que tu commences à te rémunérer dans ce sens. N'attends pas, j'ai eu un appel juste hier. Ce qui est correct, on trouve toujours des solutions, mais la mise de fonds de 300 000 $ est dans la compagnie. Mais c'est pas comme si on l'a étalé sur plusieurs années où on s'est payé un peu plus pour accumuler l'argent. Vraiment, l'ensemble est dans la compagnie. Puis on s'est payé très peu durant les années précédentes parce qu'on avait un coût de la vie qui est faible, comme beaucoup d'entrepreneurs. Absolument. On ne se paye pas beaucoup parce qu'on n'en a pas besoin. Mais si tu sais que dans 5 ans, tu vas acheter ta maison de rêve, alors avec le comptable, vous pouvez vous asseoir. Tu peux t'asseoir pour dire « J'aurais besoin de 200 000 dans 5 ans. Je commence à l'accumuler, je me paye tant. » Puis là, le plan, ce serait de voir, OK, bien, finalement, on va augmenter ta rémunération, ton salaire. Voici ce que je te propose. Puis après, Junior pourra renchérir sur les différentes façons. Mais comme ça, tu le planifies, puis tu sais que tu as mis de côté personnellement aussi au fur et à mesure des années en conséquence, puis que tu t'es pas juste versé des dividendes parce que la banque, elle ne trouve pas ça vraiment intéressant en première vue. Exact. J'ai rien à rajouter. C'est vraiment une bonne réponse à une bonne question. Puis c'est quoi les conseils? On va le séparer encore une fois. Un particulier qui va avoir un comptable fiscaliste ou fiscaliste, c'est quoi les 5 questions que cette personne doit poser à son comptable ou fiscaliste? Ça, c'est pour le particulier. Puis après, on reviendra pour l'entrepreneur. Pour l'achat d'un immeuble ou juste en général? Juste en général, genre comme, c'est quoi les questions qu'ils devraient... Parce que la plupart du temps, ce que je remarque aussi, c'est que les gens, ils vont, puis ils veulent avoir un retour. Tout le monde est comme... Tout le monde veut avoir un retour. Tout le monde est intéressé par le retour d'impôt qu'ils auront. Oui, bien sûr, absolument. Surtout au Québec, maintenant, on a 750 $ que le gouvernement a donné de manière générale. Ils ont déjà donné un 200 et quelques, si je ne me trompe pas. Je pense c'est 500, non? Il y a 500, il y a un 200 qui a Il y avait un 250 qui a été... Ils avaient donné au début de l'année. J'ai pas vu passer le chèque. Oh, tu fais 100 000 $ et plus. Mais le 250 $, c'était pourquoi? J'ai manqué la nouvelle. Le 250? Oui. C'était juste comme ça. Il fallait juste que tu clapes des mains. Ouais, je pense que c'est l'inflation, un truc comme ça. Mais est-ce que c'était le gouvernement fédéral qui a donné le 250? De mémoire, si je me rappelle bien, je pense que c'est le provincial qui l'a donné. Je pense qu'il y a quelques mois de cela. En
tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas assez riche. Fait que Mais en j'ai fait, vu un 250 ou un 200 $ apparaître dans mon compte de Revenu tu Québec. vas le voir, Ah, tu vas le en fait, remarquer. on est Un pas dépôt direct. direct dans mon compte. Ah, Ouais. je vais aller vérifier parce qu'après, à un moment donné, je regarde pas chacune des transactions. Peut-être que je l'ai reçu finalement. Ouais, tu l'as reçu. Bon, pour répondre à ta question, bon, les questions que tu dois poser à ton comptable, bon, c'est... J'ai des conseils, ben, OK. Pas que j'ai des conseils, OK. Je recommande de souvent avoir des échanges avec son fiscaliste ou son comptable. Bon, premièrement, un particulier pour sa déclaration d'impôt n'a pas nécessairement besoin d'un fiscaliste. On est d'accord. Parce que les honoraires d'un fiscaliste peuvent être très élevés pour une déclaration d'impôt d'un particulier. Un comptable ou, mettons, un préparateur de déclaration d'impôt, il faut simplement avoir un échange avec lui et éviter l'espèce de « tiens mes documents, Bye. je viens signer quand ». Ça, je pense que c'est la pire relation qui peut exister pour faire sa déclaration d'impôt. Alors, c'est pour ça que je te garde très proche de moi. L'impôt, c'est un outil politique. Il ne faut pas l'oublier. Les crédits d'impôt, bon, il y a la bonne volonté des politiciens, mais il en reste quand même que c'est des façons de pouvoir soit s'acheter des votes ou de s'asseoir son pouvoir. En plus, les élections s'en viennent. Exactement, c'est un outil politique. Alors, ça change souvent et on se doit en tant que professionnel d'être au courant et averti par rapport au changement. Alors, d'une année à une autre, il peut y avoir une grande différence. Alors, d'avoir un comptable avec qui on pose les bonnes questions, on a des échanges, ça peut être pertinent pour optimiser la déclaration d'impôt. Moi, je pense que pour un particulier, il doit peut-être se demander, est-ce que les dons peuvent me rapporter quelque chose dans ma déclaration d'impôt? Est-ce que les frais médicaux peuvent me rapporter quelque chose dans ma déclaration d'impôt? Est-ce qu'une contribution REER peut être bénéfique? Est-ce que le CELI est bénéfique? Est-ce que peut-être mettre dans mon CELI durant toute l'année et juste à la fin de l'année, transférer dans le REER peut être bénéfique. Ça peut être une bonne stratégie, simplement parce que dans le CELI, c'est à l'abri de l'impôt et on transfère seulement le gain et le capital dans le REER pour bénéficier de l'effet fiscal qui va générer sur un remboursement d'impôt pour potentiellement remettre dans le CELI encore une fois. C'est bon ça. We need to talk. On a besoin de se parler. Alors ça peut être une idée. Les avis de cotisation, super pertinent. C'est toujours pertinent de savoir qu'est-ce que le gouvernement établit parce que lorsque le comptable ou le fiscaliste fait son travail, c'est selon le logiciel qu'il utilise qui donne un résultat. Après, Revenu Québec et Canada font leur travail de leur côté et ils établissent un avis de cotisation qui vont dire « ça, c'est le montant que vous avez déclaré, ça, c'est ce que l'on établit. Est-ce qu'on est en accord ou il y a des désaccords? » Toutes les explications se trouvent. Alors, pour le comptable, ça permet de savoir est-ce que ce qui a été fait l'année passée, c'était correct, c'était en ligne avec ce que Revenu Québec a établi? Est-ce qu'il y a des crédits d'impôt par hasard des années antérieures qui n'ont pas été utilisés, qu'on peut utiliser cette année? Moi, par exemple, le crédit que je trouve souvent le plus souvent, c'est celui des frais de scolarité. Ça fait 15 ans que j'ai arrêté d'étudier. Non, j'ai plus cette affaire-là. Ça m'envoie Sincèrement, je pense que même moi... Lorsque la personne m'envoie l'avis de cotisation, ben, ça fait 15 ans justement que tu as ton solde de frais de scolarité qui traîne sur tes avis de cotisation depuis une année qui se reporte tout seul. Alors, ça permet au comptable de vérifier cela et toujours de faire le tour de tous les documents. Est-ce que tu as des revenus de placement? Est-ce que tu as disposé de la crypto-monnaie? Bonne question maintenant, parce que Revenu Québec et Canada commencent à s'intéresser à cela. Je pense que c'est 50% qui prennent de plus. Hein? Sur les gains en capital, en tout cas. Mais bref, il y a aussi toutes sortes de questions que le comptable peut poser en fait à son client pour s'assurer, lui, d'avoir tous les éléments. Parce qu'au final, si moi, je ne te pose pas de questions, et que par après, tu reçois l'avis de cotisation, le montant à payer est plus élevé que ce que moi j'établis, c'est parce qu'il y a des revenus qui n'ont pas été déclarés, des éléments oubliés. Je ne sais pas si Anne-Ma voulait rajouter sur les 5 questions à poser. Non, franchement, ça fait totalement du sens. Je pense Puis des fois, c'est même pas... C'est en fait de s'intéresser à ta déclaration, dans le sens que si, exemple, tu as des propriétés, ben explique-le au comptable. Si tu as fait des travaux aussi simples que la peinture, demande-lui. C'est pas des télépathes, quoi. Il va pas savoir ce que tu penses, savoir ce qu'il y a dans ta tête. Faut lui dire, finalement. Surtout durant la saison des impôts, ils ont peut-être 1000 clients, 2000 clients. Oui, mais c'est ça. Si tu veux que ton client s'intéresse en retour à toi, ton comptable, pardon, fais-le pas le 30 avril. T'inquiète, Junior, je m'en viens pour le 30 avril. C'est ça, pour vrai. Si tu aimerais avoir cet échange, prends-toi à l'avance. Il est disponible à l'année longue. Hein? Absolument. Rien n'empêche l'été, quand c'est plus tranquille, de prendre rendez-vous pour poser des questions, expliquer ta situation pour t'améliorer l'année suivante. Oui, exactement. Je pense que c'est grâce à toi, Junior, que je m'intéresse beaucoup plus à mes chiffres. Tu sais, il y a quelques années, quand on s'est rencontrés, tu apprends. Tu fais ça très bien, tu vois. Tu verbalises très bien la chose. Puis, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui parlent de fiscalité, qui parlent de chiffres, puis on dirait que ils te font sentir mal. Ils te font sentir mal de ne pas avoir pris en main tes choses. Fait que là, tu n'as pas vraiment envie de prendre en main tes choses du tout, tu vois.
Mais avec toi, j'ai vraiment appris la magie de la comptabilité surtout, tu vois. Je ne savais pas du tout faire une prévision financière. On s'est assis, 4, 5, 6, 7 fois, je ne sais pas le nombre de fois qu'on s'est assis ensemble. Ouais. Puis maintenant, je suis capable de monter une prévision financière de A à Z pour n'importe quelle entreprise que je veux créer. Puis c'est clair que je lui envoie toujours après pour savoir est-ce que tout est OK, tu sais. Mais tu sais, je tenais vraiment à le dire parce que je crois que de manière générale, on a besoin de trouver aussi le bon fit, surtout. Ouais. Tu sais, pas juste quelqu'un qui va prendre en tout cas, qui va prendre tes chiffres, puis après, tu n'entends plus parler à part pour signer en tant que tel, tu vois. Ça fait plaisir. Écoute, j'aimerais savoir aussi, qu'est-ce qui vous a amené? Tu sais, Junior, tu m'avais raconté une fois pourquoi, mais j'aimerais ça que tu le dises à tout le monde. Qu'est-ce qui vous a ramené à faire cette profession en tant que telle? Je pense que la mienne, tu connais déjà. Je vais laisser Anne-Ma commencer, s'il te plaît. Mais c'est juste lui qui connaît. Oh, c'est juste moi qui viens dit. En fait, moi, je t'ai inscrit au cégep en sciences humaines profil monde. Je voulais devenir journaliste de guerre. Journaliste de guerre? Journaliste de Très guerre. spécifique. Ça, je ne le savais pas, par contre, tu vois. J'ai une petite passion pour les documentaires de guerre, la guerre en Afghanistan, Koweït, Irak, tout ça, Libye. Et juste tout récemment, malheureusement, l'Ukraine. C'est des trucs qui captivent mon intérêt vraiment. Je suis capable d'écouter, de consommer à longueur de journée. Alors, mais je pense que mes parents avaient d'autres plans pour moi. Étant un jeune Africain, un jeune Camerounais qui est arrivé fraîchement en 2005, les parents africains classiques. Hein. Alors, médecin, avocat, comptable. Alors, après la première session, ma mère m'a demandé... La première session 2? De cégep. Ouais. La première session de cégep, elle a dit, est-ce que tu comptes changer ou tu comptes... Je pense pas que ta mère veut que tu ailles sous les fronts, là. Non. Je pense que le projet de journalisme, j'ai compris. Et à ce moment-là, j'avais deux choix, soit sciences santé. Mais tu m'avais dit que ta mère t'avait offert quelque chose. C'est sûr qu'elle m'a offert de continuer à payer mes frais de scolarité. Non, mais le fameux livre, si je ne me trompe pas. Ah, mais ça, c'est pour l'entrepreneuriat. C'est pour l'entrepreneuriat. Mais le déclic, vraiment, la comptabilité a commencé à ma deuxième session de cégep, où est-ce que là, j'ai changé pour aller en technique de comptabilité-gestion. Et c'est là que j'ai vraiment aimé ça. J'avais une passion déjà un peu pour l'entrepreneuriat, pour les affaires. Et ma mère, elle a vu, en fait, j'ai dit merci. Elle a vu que c'est peut-être le profil ou le chemin qui m'aiderait plus en affaires. Et aujourd'hui, je pense que je ne regrette absolument rien de mon parcours. Merci à la maman Junior. Ouais. Mais pour vrai, c'est la même histoire. Je l'ai raconté tellement de fois, puis ça commence toujours par les parents qui te disent voici les options qui s'offrent à toi. Puis là, tu te dis non, mais à la journée de carrière à l'école, ils m'ont dit que je pouvais faire X, Y, Z. Oui, mais bon, voici les options qui s'offrent à toi ici. Puis ensuite, tu choisis. Mais je peux comprendre en même temps de vouloir la stabilité pour... Aussi, quoi. Exactement. Ouais. Mais après, je pense que ce qui est intéressant avec nos deux parcours, c'est qu'on est allé dans cette direction, puis on a su aussi utiliser ça à notre avantage. Finalement, ça l'intéresse vraiment, la compta, mais il a aussi créé son entreprise. Puis même chose pour moi, ça mène à tout. Puis c'est vrai, dans le sens que si je n'avais pas été intéressée par la pratique en tant qu'avocate, tu peux tellement faire d'emploi avec un bac en droit. Tu aurais pu aller en ressources humaines. Tu peux vraiment faire plein de choses. Ouais, même en politique. Oui. Donc, pour ça, c'est vrai. Donc, c'est un vrai conseil pour quelqu'un qui se questionne ou qui hésite parce que ça reste que c'est un choix aussi très populaire. Toutes nationalités confondues, ça reste que le droit, la comptabilité sont des choix aussi très communs. Merci pour les arguments. Quand je te laisse continuer. Oui. Merci pour les arguments. Ça va être des bons arguments pour mes enfants plus C'est tard. ça. Donc, j'ai fait la même chose. J'ai opté pour le droit parce que j'étais pas trop fan des maths. Puis ensuite, j'ai fait mon parcours universitaire et j'ai réalisé que je voulais créer quelque chose à mon image qui était plus dynamique, puis être moi-même. Puis c'est ce que j'ai fait avec le cabinet. Oh, Okay. c'est beau. Vraiment. C'est une belle mélodie. Vraiment. Je pourrais le reprendre après. Est-ce que tu es d'accord avec moi de dire que, parce que tu as soulevé un point que je trouve très intéressant, la comptabilité, le droit, la fiscalité, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment une profession de choix chez les minorités ou auprès de la communauté noire, par exemple? Ça, je trouve pas, par contre. Moi, j'en connais pas. C'est ça. J'en connais pas. En fait, quand tu m'as dit, on va faire un épisode sur la fiscalité, puis vous allez être 3, ben, Extra, je le connaissais parce que quand les gens m'appelaient pour du litige, j'étais directement Extra. Je ne te connaissais pas encore à ce point, mais finalement, on va être les seuls, ou s'il y en a d'autres, désolé de ne pas savoir, mais en termes de visibilité, parce que si on parle de ceux qu'on voit qui vont faire du contenu,
finalement, on n'est vraiment pas beaucoup. Puis aussi faire le choix d'aller en de façon plus intense ou de façon plus approfondie dans le domaine, ça demande de faire la maîtrise. 100%. Donc après, c'est pas tout le monde qui a envie de poursuivre ou qui a envie de feuilleter la loi de l'impôt. Je dirais dans mes cours, je pense que j'ai vu 2 autres personnes. C'est tout. Ouais, dans moi aussi, une on cohorte était... de peut-être une cinquantaine. Fait que les gens veulent... 3 moi sur aussi, 50. on n'était pas beaucoup. Ouais. Ok. Dans le sens que tu les comptes sur les doigts d'une main. Ah, ok. Puis les gens qui veulent vous suivre, ils vont vous trouver où exactement? Sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc, pour moi, très actif sur LinkedIn avec mon nom que vous verrez, Anne Edma Louis. Sinon, sur Instagram aussi, avec le nom du cabinet Amléa Avocat. Excellent. Junior? Pour ma part, je suis en fait un produit hybride. Ça veut dire quoi, ça? Il faut comprendre que moi, j'étais jusqu'à tout récemment encore employé. C'est vrai. Alors, sur LinkedIn, je ne suis pas très actif pour l'instant, mais sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, legotrix.ca, le site Internet, sinon c'est Legotrix sur Instagram et Facebook. J'ai toujours utilisé ma page personnelle pour justement véhiculer mes connaissances et surtout, je pense que c'était ma façon de redonner à mes amis. Et j'ai toujours utilisé ma page pour partager mes connaissances, Absolument. des sujets, des vidéos, des messages, les questions que les gens me posent. En fait, j'invite les gens à aller suivre ta page Instagram également parce que moi-même, j'apprends énormément de choses. Ouais. Tu sais, quand tu fais tes fameux sondages, là, la plupart du Exactement. temps, j'ai la mauvaise réponse. C'est tellement une bonne idée, ça. Exactement. Wow. Fait que, ouais. Parce que je reçois beaucoup de questions des gens et ça montre juste le besoin des personnes d'être entourées. Et je ne sais pas si souvent les gens réalisent, mais d'avoir un fiscaliste qui répond à des messages textes ou à des stories sur Instagram, Priceless. c'est Ouais. exactement. Ouais. Puis, Anne, tes webinaires sont extraordinaires. Pour de vrai, Merci. continue. Puis, jusqu'à maintenant, dans mon ordi, il y a celui de... comment ça s'appelle encore? Investir Ah. en immobilier? Exactement. Ouais. Il est toujours là. Puis, j'écoute bout à bout, tu sais, Ouais. occupé, mais on écoute, quoi. Mm. Fait que, écoute, merci encore, vraiment, de vous être déplacé, de nous avoir offert votre temps, parce que la fiscalité, c'est extrêmement important, vraiment. Puis, je crois que les gens, on a tendance à l'oublier. Moi-même, tu sais, je le sais, blabla, mais... Il y a beaucoup de paresse en ce sens, c'est peut-être parce qu'on ne s'y connaît pas trop, mais j'espère qu'avec cet épisode, les gens vont pouvoir s'intéresser davantage, puis voir aussi comment ils peuvent profiter de ça aussi pour leur entreprise ou même en tant que particulier, quoi, tu vois. Fait que merci encore, vraiment. Ça fait plaisir. Mais si je peux juste dire, les notes de bas de page en bas de la vidéo, c'est bon. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a abordé vraiment de façon très high level la fiscalité. On n'a peut-être pas parlé spécifiquement de certains sujets en détail. Absolument. Alors, bon, c'est à prendre avec toute réserve. C'est vraiment plus une discussion que vraiment des conseils fiscaux qu'on donnait aujourd'hui. Ouais. Alors, n'hésitez surtout pas à consulter un de vos professionnels dans votre réseau pour pouvoir vraiment Exactement. Puis si les gens ont des questions, ça nous ferait plaisir, rajoutez dans les commentaires, ça nous ferait plaisir de faire un autre épisode par rapport à la fiscalité, puis on va pouvoir aller encore plus profondément par rapport à ça. Exactement. Puis merci encore. Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait plaisir. Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. InnovaPub, Wealth Simple, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Futurpreneur Canada, Evolve et Let's Get Into It. Vous nous permettez de rendre le Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast. On se revoit au prochain épisode.